Bonjour, bienvenue sur diversité.be. Nous sommes tout à fait ravis aujourd'hui de recevoir Vincent Keltings. Bonjour Vincent, Bonjour Malika, vous allez bien? je vais très bien, oui, merci beaucoup. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir parce que vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle L'extrême droite, l'histoire ne se répète pas de la même manière. Je le montre ici pour nos spectateurs, nos téléspectateurs. Donc, vous avez coécrit cet ouvrage avec Bruno Verlacht, qui est syndicaliste, je crois. Ce livre vient de paraître aux éditions du Cerisier, une petite édition montoise très sympathique. Et donc, d'abord, je voulais vous remercier bien sûr d'avoir accepté notre invitation, mais aussi pour cet ouvrage que j'ai trouvé très riche, où j'ai évidemment appris beaucoup de choses. C'était très, voilà, c'est très pointu hein, comme démarche, donc je vous en remercie. Mais la première question que j'aimerais vous poser est la suivante. En fait, qu'est-ce que l'extrême droite vue sous l'angle d'un historien? L'extrême droite est un phénomène qui est parmi nous, qui n'est pas uniquement parmi nous ici en Belgique et surtout en Flandre, mais qui est parmi nous un peu partout en Europe et au-delà. C'est un phénomène politique en première instance, c'est un mouvement politique, un courant politique avec des partis politiques qui sont en hausse. Prenons par exemple le Vlaams Belang en Flandre, le Rassemblement national en France, le FPE en Autriche, etc., etc. C'est des gens qui partagent, en même temps, ils sont tous un peu le fruit de un contexte spécifique national ou régional, mais ils partagent des points de programme et des valeurs en commun, par exemple un certain racisme, islamophobie, euh, nationalisme, un nationalisme très pointu, très agressif, excluant, etc., etc. C'est un phénomène, j'ai dit, politique, puisque ce qu'on traite dans le livre sont surtout les partis politiques, ceux qui en fait profitent de l'espace démocratique pour y participer Mhm. en même temps qu'ils sont une menace pour la démocratie, c'est un de nos points de vue, mais il y a à côté, au sein et dans le marge de ce phénomène partidaire politique, il y a des groupuscules qui, eux, sont plus paramilitaires, violents ou potentiellement violents, etc. Et donc, c'est des produits qui sont en même temps très historiques parce que on connaît l'extrême droite depuis, disons, le début de la modernité, le tournant 19e, 20e siècle, mais en même temps, aujourd'hui, il se présente dans une phase nouvelle, un contexte historique euh, nouveau, marqué par tout ce qui se passe dans le 21e siècle. Et donc, ce sont des produits qui ne sont pas encore finis dans ce sens. C'est des formations politiques qui peuvent Mhm. évoluer. Justement, avant peut-être de parler de l'actualité, on pourra aussi évoquer Jürgen Koenigs, hein, qui a vraiment évidemment également fait part de, enfin, est un acteur de notre actualité récente. Je voudrais peut-être qu'on revienne un peu à l'histoire, que vous les expliquiez aussi comment est né réellement l'extrême droite au début du XXe siècle. Quel était le contexte sociologique et politique à l'époque? Ben, le contexte général était celui du début le capitalisme comme mode de production, euh, culturellement plus en général la modernité, comme j'ai dit. Et Mhm. donc, il y avait des mouvements qui, en fait, se battaient contre cette modernité, étaient, disons, antimodernistes, qui étaient contre les valeurs les nouveaux valeurs qui étaient en ose à ce moment-là, égalité, fraternité, liberté, etc. Donc contre les valeurs des Lumières, comme on dit, bien qu'il faut aussi problématiser les Lumières de cette époque-là. Mais bon,
Et puis, ils étaient aussi très antisémites. Hein, donc, souvenez-vous, tout ce qui a été écrit sur le L'affaire procès Dreyfus, vous parlez de Dreyfus, l'affaire par Dreyfus. exemple, Mhm. le procès Dreyfus, où on voit dans un pays comme la France que une organisation comme euh, l'Action française de Charles Maurras, Mhm. etc., commence à se développer. Et donc, depuis lors, il y a toujours eu des vagues d'extrême droite. Dans l'époque entre les deux guerres mondiales, on a surtout parlé de fascisme ou de nazisme. C'est toujours un peu difficile entre historiens pour mettre le doigt exactement dessus et d'avoir une définition bien finie qui englobe le tout. Mais donc, c'était des organisations extrêmement violentes contre le mouvement ouvrier, contre les mouvements d'émancipation, qui, dans plusieurs pays, évidemment Allemagne, Italie, mais aussi ailleurs, essayaient de prendre le pouvoir et de éliminer tout ce qui était contre eux. Que dites-vous, Depuis Vincent, des personnes qui disent qu'en fait l'extrême droite se nourrit surtout des périodes de l'histoire où il y a de graves problèmes économiques ou des problèmes sociaux? Est-ce que c'est une des causes? C'est certainement une des causes, mais c'est pas une cause qui explique tout. Il y a aussi une extrême droite qui obtient du succès là où il n'y a pas de crise économique, Mhm. parmi des pans de la population qui ne souffrent pas, qui ne sont pas pauvres, qui ne sont pas au chômage, mais qui ont un réflexe de repousser tout ce qui est misère, pauvreté, etc. Et donc un réflexe très égoïste, très repli sur soi, afin de maintenir les acquis qu'on a. Mhm. Donc, ce n'est pas un automatisme absolu, crise, misère, chômage, pauvreté et donc développement Euh, d'un extrême oui, droite, oui. bien que historiquement, euh, on disait, et c'est juste aussi que, bon, quand il y avait des périodes de crise et les grands capitalistes, la bourgeoisie avait des problèmes pour assurer ses profits, soutenaient et mettaient dans la rue les bandes fascistes, nazistes qui combattaient le mouvement ouvrier parce que c'était le mouvement qui, évidemment, était là pour défendre les travailleurs, les salaires, etc. Alors, en avançant un petit peu dans l'histoire, en lisant votre ouvrage, vous dites aussi que pendant à peu près une ou deux années, entre 45 et 47, l'extrême droite s'est un petit peu, disons, un peu affaiblie hein, au sortir de la guerre, mais que très vite, ces idées sont revenues sur le devant de la scène politique. Donc, pendant 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On sort de la guerre, on gagne cette guerre contre le fascisme et puis très vite donc ça s'est un peu endormi puis vous parlez donc d'un retour de l'extrême droite au sein de la population et de la classe politique en Europe. C'est bien ça que j'ai Oui, compris? oui, exactement. Il y a deux choses qui se sont passées dans plusieurs pays. Il n'y a pas eu une dénazification très approfondie et donc, par exemple, des fonctionnaires, des agents de police, etc., qui étaient actifs sous les régimes fascistes ou nazistes sont restés sur place dans les appareils d'État du plus haut niveau jusqu'en bas. Prenez par exemple l'exemple de l'Autriche, mais aussi de l'Allemagne même, et aussi en France, comme on a vu des cas. Mais ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 2, 3 ans après, a commencé ce qu'on a appelé dans l'histoire la guerre froide, c'est-à-dire la nouvelle menace était le bloc soviétique, l'Europe de l'Est, et donc beaucoup de ces éléments qui étaient pro-nazis, pro-fascistes,
et qui avaient tous comme caractéristique qu'ils étaient farouchement anticommunistes, antisocialistes, devenaient des gens très utiles par leur expérience et par leurs idées anticommunistes dans cette soi-disant guerre froide. Et cela a fait que très tôt, on parle en effet de 46, 47, 48, on voit que, oui, entre ces gens-là, il y en a qui recommencent à tenter leur chance politique, notamment en Italie, en Allemagne, les deux pays où on a connu les plus grands dégâts en ce qui concerne le fascisme au pouvoir. Oui, vous dites en effet que les résistants se revendiquaient souvent communistes, donc au retour de la guerre, on a évidemment évité peut-être de les stigmatiser, donc, mais évidemment, comme ça ne se tarit jamais, l'extrême droite est revenue sur le devant de la scène politique, comme je vous le disais. Alors, on va un petit peu parler de notre pays, hein, de la Belgique. J'aimerais que on évoque aussi un peu le Vlaams Belang et bon. Comment expliquez-vous le succès de l'extrême droite aujourd'hui en Flandre? Bah, il y a sans aucun doute un terreau pour ce succès. Il y a une partie en Flandre historique des gens qui, par leurs liens et leur descendance familiale, ont un ressentiment contre la Belgique, l'État belge, sont pro-indépendance et se situent dans la droite extrême ou l'extrême droite ou la droite radicale. Mais c'est évidemment pas les masses qui expliquent les scores du Vlaams Belang. En même temps, on voit qu'il y a beaucoup de frustration, des gens qui sont fâchés, qui sont déçus par la politique, par la politique du centre partout, surtout, excusez-moi, comme on voit ailleurs en Europe. Et ces gens essayent de trouver quelque part, oui, un mégaphone et se font attirer par l'extrême droite parce que l'extrême droite se pointe comme soi-disant ceux qui disent ce que les gens pensent. Hein. Et d'ailleurs, j'ai un peu souri parce qu'à un moment donné, vous dites dans votre livre, et ça m'a fait sourire, que quand on sort de chez soi et quand on trouve les poubelles renversées, on se dit, ben, on va voter Vlaams Belang. C'est devenu presque un parti fourre-tout où dès qu'on a une contrariété, on se dit, le Vlaams Belang va pouvoir résoudre ce problème. Exactement, c'est devenu un parti fourre-tout maintenant si on veut faire peur à la politique classique, eh bien, on menace de voter Vlaams Belang. Et dans tout ce qui se passe en Flandre, on dit, c'est normal, la prochaine fois, les gens voteront Vlaams Belang si ce problème continue. Donc, c'est un peu un parti fourre-tout qui essaye en même temps de rassembler tout ce mécontentement, mais au sein de ce parti, les objectifs de ce parti sont évidemment autres que les désirs des électeurs qui font le fourre-tout. Et donc, ça fait que stratégiquement, il y a plusieurs choses à faire face au Vlaams Belang, face aux électeurs du Vlaams Belang. Il y en a qui sont, je m'excuse, des racistes perdus, des gens convaincus que, par exemple, la race blanche doit dominer l'Europe. Hein. Donc, c'est pas ce genre de choses avec ce genre de gens avec lesquels il faut tenter une discussion pour dire, écoutez, vous vous trompez, vous êtes, je vous comprends, etc. Je viens vers vous pour. Non, c'est des gens qui sont des adversaires, c'est des adversaires de l'égalité, de l'émancipation, de la démocratie. Mais il y a des gens qui sont, oui, un peu la victime de l'effet fourre-tout du Vlaams Belang, notamment des travailleurs, des gens qui n'ont plus de mobilité sociale vers le haut, des gens qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants, etc. Et là, c'est des gens, on peut dire, vous avez raison d'être fâché ou d'être déçu ou d'être mécontent, mais il y a d'autres voies pour expliquer cela que de aller soutenir des racistes, des extrémistes, etc. Est-ce que vous direz que la NVA est parfois opportuniste parce que de temps en temps ils s'unissent à eux dans certaines circonstances politiques et d'autres et parfois ils s'en détachent. Quelle position la NVA a aujourd'hui justement
par rapport au Vlaams Belang? Eh bien, c'est pas clair parce que la NVA dit plusieurs choses et ces choses sont contradictoires. Leur président actuel, qui est le maire d'Anvers, Monsieur De Wever, dit actuellement, je mets bien l'accent, qu'il ne fera pas de majorité avec le Vlaams Belang après les élections de 2024 qui seront extrêmement importantes. Il dit ça maintenant, mais après les dernières élections qu'on a eues, il a eu des pourparlers pendant des semaines avec ce même parti, qui n'a pas changé entre-temps. Hein? Donc, c'est une chose. Au sein de la NVA, on sait qu'il y a beaucoup de cadres moyens, des dirigeants, des élus, des mandataires, des membres, etc., qui souhaitent vraiment cette unité entre nationalistes flamands et qui ne sont pas d'accord avec ce cordon sanitaire qui reste pour l'instant en vigueur en Flandre. Et donc, on ne sait pas ce que va faire réellement la NVA en 2024. Selon les sondages, mais ce ne sont que des sondages, il n'est pas impossible ou improbable que NVA et Vlaams Belang pourraient avoir une majorité absolue ensemble. Il va y avoir une pression au sein de la NVA pour y aller avec le Vlaams Belang. D'autre côté, je crois qu'il y a au sein de la NVA toujours des gens qui préfèrent une autre option, une majorité avec des partis plus démocratiques que le Vlaams Belang. Mais on verra, on ne sait pas. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est ça, les faits, c'est la NVA est le seul parti politique en Flandre qui n'a jamais accepté le cordon sanitaire comme méthode pour écarter le Vlaams Belang. Oui, justement, en fait, en tant qu'observatrice de la vie politique de mon pays, la Belgique, évidemment, je reste aussi un peu fascinée par aujourd'hui les porte-voix de ces idées d'extrême droite. Je pense à Dries Van Laankoven qui a 28 ans, sous ses airs de gendre idéal. En France, avec la génération identitaire, on a aussi un Damien Rieu, je crois qu'il a à peine la trentaine. Donc, qu'est-ce qui peut, là je fais peut-être appel à vous de manière travail un peu plus psychologique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui des hommes jeunes qui ont une sorte de parcours tout à fait classique, scolaire scolarité réussie, pourquoi à un moment donné ces idées-là touchent des jeunes gens comme eux qui n'ont jamais connu finalement de problème, ne serait-ce qu'avec l'immigration ou l'islam ou ces questions je dirais, liées à l'immigration? D'abord et heureusement, ce genre de gens ne sont pas très nombreux actuellement, même pas en Flandre. Mais ils sont là et ils ont un certain succès. Hein. Le Van Langeloven que vous citez, il a été élu sur la liste de Vlaams Belang. Ce genre de gens, disons-le d'abord franchement, c'est des gens qu'on peut classer sous le terme néofasciste. Hein. Ça, c'est des gens vraiment, quand on voit ce qu'ils font, comment ils se préparent, leur langage face aux femmes, face à la homophobie, etc. On voit là, il y a des souhaits fascistes et donc dans un contexte un peu moderne. Ils sont liés internationalement, c'est le mouvement alt-right, comme on dit, et par exemple, Génération Identitaire en France a fonctionné un peu comme modèle pour le groupuscule Schild en Vrienden, qui est dirigé par ce Van Langenhoven. C'est des gens qui sont devenus ainsi par formation politique. Il n'y a rien dans la société qui leur a poussé à devenir comme ça. Oui. C'est des gens qui se sont développés politiquement dans des groupuscules, des clubs d'étudiants comme le KVAV, un club d'étudiants catholiques, conservatifs, etc., et qui ont à certains moments se sont fait inspirer par ce mouvement alt-right, cette
cette nouvelle version de la nouvelle droite des années 60, 70 en France, qui voit une organisation comme Génération Identitaire, etc. C'est des gens qui sont potentiellement très dangereux, hein, qui, avec beaucoup de clins d'œil, mais aussi avec une préparation réelle, font des actes qui peuvent très vite devenir très violents. Contre des manifestations, contre des manifestants, contre des académiciens, contre des militants de la gauche, des militantes féministes, etc. Donc, c'est vraiment, oui, un sous-courant néo-fasciste. Vous dites qu'ils sont minoritaires, donc déjà ça nous rassure, hein, donc c'est déjà bon. Évidemment, l'avenir nous dira hein, s'ils feront des adeptes, mais le temps presse, on est déjà vraiment presque à la fin de notre entretien. Il me reste deux questions que je voudrais vous poser. Ça concerne l'Union européenne. Aujourd'hui, dans notre espace de l'Union européenne, nous avons des partis, enfin en tout cas des dirigeants qui sont proches des idées d'extrême droite. On parle beaucoup de la Hongrie, hein, notamment avec Viktor Orban et cette loi enfin en tout cas qu'on estime être homophobe. Qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être une sous-question. Aujourd'hui, on sait donc qu'en Wallonie, l'extrême droite est très peu présente. En tout cas, voilà, elle n'est pas très visible. Comment expliquez-vous qu'en Wallonie, eh bien, que les Wallons dénotent, on va dire, par rapport à certains, par rapport à la Flandre, mais aussi à certaines populations d'Europe? Deux questions dans une. C'est deux questions, hein, donc pour aller un peu vite, la Hongrie, la Pologne, certaines tendances dans des communautés en Espagne dirigées par la droite, soutenues par l'extrême droite, etc., sont ce qu'on appelle dans le livre des régimes illibéraux, qui sont très dangereux, on le voit. C'est des gens qui gagnent des élections démocratiquement, qui obtient une majorité, mais qui, dès lors, une fois au pouvoir, commence à détruire la démocratie, les libertés démocratiques, les libertés sociales, etc. Donc, il faut être très attentif, de plus que des mouvements comme Schilten-Vrienden, etc., admirent Viktor Orban, admirent le parti polonais, etc. Et donc, là aussi, il y a même au sein de la NVA des gens comme, pour ne pas le mentionner, l'éternel Theo Franken, qui est aussi un assez grand admirateur et explicateur de tout ce qui est Monsieur Orban fait de bien face aux réfugiés, etc. OK, donc c'est très, très inquiétant. Hein. Deux, la Wallonie et la soi-disant exception wallonne. Bon, il y a d'autres régions en Europe où l'extrême droite n'existe pas, par exemple le Pays Basque, qui est aussi une région au sein de l'Espagne, mais qu'est-ce qui fait la différence? Je crois qu'il faut être très attentif en Belgique francophone et en Wallonie, parce qu'on n'est pas sorti de l'affaire. Je crois que le terreau existe également en Wallonie. Souvenez-vous qu'il y a 2 élections municipales, il faisait 15% quand même pour à la ville de Charleroi. Donc, ce n'est pas à exclure. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne se sont pas encore organisés de façon en unité, avec un dirigeant plus ou moins charismatique, etc. Et donc, l'effet fourre, et souvent les tentatives en Wallonie sont trop copies de ce qu'il y avait ou de ce qu'il y a en France. Donc, c'est difficile de trouver un machin spécifique wallon qui donnerait plus de légitimité. Mais soyons très prudents et attentifs parce qu'il y a des groupuscules d'extrême droite violents francophones en Belgique. Et surtout, je crois que l'aspect fourre-tout dont on a parlé au début de l'émission, qui joue à l'avantage du Vlaams Belang, joue en Wallonie à l'avantage de la gauche radicale, le PTB. Là, il y a plusieurs personnes qui disent bon, je suis fâché dans la politique, je vais leur faire savoir que je suis fâché, je vote PTB.
Mais donc, c'est l'offre et la demande, mais donc, ce n'est pas exclu que tôt ou tard, l'extrême droite se relève en Belgique francophone. Il y a quand même une chose qui est extrêmement importante et que je vois et que je constate, et je trouve ça très bien, c'est que chaque fois qu'il y a en Wallonie une tentative de la part de l'extrême droite pour s'organiser, pour se fonder, pour créer une organisation ou tenir un congrès, etc., qu'il y a des manifestations, qu'il y a une contre-activité. Et ça, je trouve très bien. Il ne faut pas, comme on a fait en Flandre, il ne faut jamais laisser se développer et se faire normaliser. Il faut continuer à les dénormaliser parce que c'est des gens qui, même s'ils utilisent les méthodes démocratiques, visent à casser la démocratie. Exactement. Exactement. Vincent Scheltings, merci beaucoup. J'aurais aimé vous questionner aussi sur ce qui se passe aux États-Unis, au Brésil, enfin l'extrême droite, même si aujourd'hui Trump n'est plus président des États-Unis, mais il y a une extrême droite très très forte aux États-Unis. Moi, je propose qu'on vous réinvite, si vous le voulez bien, d'ici quelques semaines pour évoquer ce qui se passe au Brésil et aux États-Unis et dans le reste du monde. Je rappelle juste d'abord le titre de votre livre qui vient donc d'être traduit en français, extrême droite, l'histoire ne se répète pas, 3 petits points, de la même manière. Vous l'avez donc coécrit avec Bruno Verlac, c'est aux éditions du Cerisier. Nous vous remercions pour cet entretien et j'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre dans les prochaines semaines. Passez un bel été. Je vous en prie, au revoir.